Alors, ben, nous revoilà avec l'ami Gabin, donc pour continuer un petit peu ce dossier, qu'on pourrait appeler l'illusion démocratique. L'illusion démocratique inventée par les financiers qui dirigent le monde réellement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible, seulement les masses sont beaucoup plus bêtifiées, donc ce qui fait que on arrive à voir nos députés dans l'ensemble, nos sénateurs, nos ministres, etc., trouver tout à fait normal de ruiner un pays pour payer une dette qu'ils savent qu'ils ne pourront pas payer. Ce système donc de dette au profit exclusif des financiers, et qui est en fait le pouvoir caché mondial, c'est-à-dire c'est le pouvoir de la finance mondiale qui décide les décisions politiques. C'est la finance mondiale qui décide aujourd'hui qu'on va mettre un peuple à genoux par la dette, et cette dette, ben, le pays est chargé de mettre son peuple à la rue, à la famine, pour mettre en place ce pouvoir financier qui est quand même assez, on dira, mystique quelque part. Donc on va reprendre vite fait la prise de pouvoir des financiers. On va vous refaire une petite synthèse rapide du banksterston, et on va recommencer très vite pour aller de Première Guerre mondiale. On repart vite fait de la création de la Banque d'Angleterre à la fin de la Première Guerre mondiale, où les financiers, par quel jeu subtil, ils ont réussi à prendre en fait le pouvoir régalien, on peut dire, le pouvoir régalien. Ils ont réussi à mettre tous les États à genoux, à servir les États, et à partir donc de cette Première Guerre mondiale, du traité de Versailles, ils ont déjà décidé une Deuxième Guerre mondiale pour continuer le plan. Et là, aujourd'hui, ils doivent achever le plan de mise à genoux, de mise au pas du monde entier, par la finance, et par les leviers, et par surtout, je dirais, les Sherpas qui se sont leurs obligés, qui sont en fait aujourd'hui cachés derrière des gouvernements qu'on pourrait appeler de droite ou de gauche, qu'on pourrait appeler sociodémocrates, communistes, libéralistes, capitalistes, qui en fait tous tournent pour la même crèmerie. Exactement. Donc on reprend de Cromwell, on résume très vite. Donc les deux révolutions anglaises qui vont permettre à travers Cromwell, la première, et puis les financiers qui vont permettre à Guillaume d'Orange de prendre le pouvoir en Angleterre. Donc ces gens-là, quand ils financent Guillaume d'Orange, ils vont lui demander deux choses principales. On crée en 1694 la Banque d'Angleterre, où on va mettre en place bien évidemment l'endettement du peuple anglais. Qui vont être financés à travers les impôts, l'impôt sur le revenu, voilà. C'est ça. Donc en fait, ils endettent, le système est en fait tout simple, Ils endettent un peuple, ils mettent en place un pouvoir qu'ils ont financé, et ce pouvoir est chargé de créer des impôts, en fait, c'est-à-dire, tout simplement, l'impôt va directement aux financiers. Exactement. Et la hausse de l'impôt, en fait, vient directement dans leur poche, mais par contre, le peuple a l'impression d'avoir un gouvernant. En l'occurrence, la première fois, ce fut Guillaume d'Orange, personnage falot s'il en était. Qui était pas anglais. Qui était pas anglais, voilà. Et de là, donc, ils assoient déjà, ils ont un pays, et pas un petit pays, l'Angleterre, qui travaille, en fait, pour les financiers. Alors, et autre chose, on a parlé de la Banque d'Angleterre, c'est quand même les financiers vont pousser l'Angleterre à faire des guerres. Plus il y a de guerres, plus ça rapporte d'argent. Absolument, voilà. C'est ce qui arrive encore de nos jours. Les guerres donc, vont être... L'Angleterre a poussé à pratiquement toutes les guerres qu'il y a eu depuis ce temps-là. Et la partie qu'il faudra qu'on va vous reparler, c'est surtout ces sociétés occultes qu'ils ont créées, c'est-à-dire en prenant comme base la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie qui a été créée en 1717, celle que les gens, ce qui n'a rien à voir, on le dira jamais assez,
avec la franc-maçonnerie qui a fait les cathédrales, puisque celle qui a fait les cathédrales s'appelait la franc-maçonnerie opérative, celle qu'ils ont créée à l'Auberge de la Pomme en 1717 avec le chevalier de Ramsay, James Anderson, les constitutions d'Anderson, Théophile des Aguliers, etc. Donc cette franc-maçonnerie se met en place avec, je dirais, une vitrine et une théologie, on va dire, assez cachée, puisqu'en fait, il y a une partie qu'on appellera exotérique, qui est réservée aux profanes, et ésotérique, qui est interne, et qui, même en interne, n'est pas partagée selon les degrés. Il faut être très initié, on va dire. Il faut être initié pour savoir exactement ce que fait la franc-maçonnerie. C'est un club d'arrivistes, et d'ailleurs, toute la noblesse de l'époque se jette là-dessus, tellement c'est un petit peu comme dans la cour de récréation quand on s'amusait à se faire des cartes d'une armée secrète dont on faisait partie. Hein. Donc les gens adhèrent comme des mômes là-dedans, sans savoir à quoi ils adhèrent. Seulement, entre-temps, les financiers avaient mis en place ce qu'on a appelé les Illuminés de Bavière, je veux dire, qui est, elle, chargée d'être une super franc-maçonnerie. Une super franc-maçonnerie, c'est-à-dire une élite. Une élite qui elle-même infiltre la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie infiltre les États, imprègne les idées des Lumières, et cette franc-maçonnerie est elle-même infiltrée par des gens qui se prennent pour l'élite. Et à partir de cette époque, les financiers vont financer, à partir de ce moment, toutes ces fameuses élites. C'est pas par hasard que on verra que aujourd'hui encore, tous les CFR, tous les Bilderberger, trilatérales, Club de Rome, Forum de Davos, on en passe, la liste est longue, tout le monde le connaît, sont toujours financés par... Financés et dirigés par, on dira, ces financiers qui dirigent le monde, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu le même principe, le même système. Donc on commence à utiliser la franc-maçonnerie. Après arrivent les Illuminés de Bavière. Eux, c'est la partie qui va servir aux banquiers à mettre en place un système qu'ils ont trouvé qui est absolument génial, qu'on appellera le mouvement révolutionnaire mondial. Voilà. Donc on part donc de l'Angleterre. Après, la France. On va tranquillement, d'abord, avant la Révolution française, je dirais que, bon, il y a la question américaine, donc à ce moment-là, il y a quand même, on voit très bien d'ailleurs que au niveau de la France, on est encore dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire Louis XVI, lui se bat, je dirais, pour un peuple qui réclame soi-disant la liberté contre l'oppression anglaise, puisque c'était en fait ce qui fait déclencher la Révolution américaine, c'est les taxes imposées par l'Angleterre, bien entendu toujours pareil, pour nourrir cette finance qui phagocyte le peuple, hein, parce qu'il faut des impôts. L'Angleterre est endettée par les financiers, donc il faut absolument créer des impôts, et des impôts, et des impôts. Et donc, Louis XVI lui-même, qui ne se donnait pas le droit de lever des impôts, le paiera cher, puisque la première fois où il appelle les États généraux, c'était pour demander la permission de lever un impôt exceptionnel, parce qu'il s'était un peu appauvri en libérant l'Amérique. Le paradoxe est là, et donc, là, à ce moment-là, la franc-maçonnerie, et c'est là où on le voit très bien au niveau des cahiers de doléances, on voit très bien que les cahiers de doléances ont été écrits par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne s'en cache pas, c'est elle qui a organisé la Révolution française, donc elle est au service des financiers, parce que elle-même, cette franc-maçonnerie, a dans son intérieur des illuministes. Il y a les Illuminés de Bavière, qui eux sont les vrais révolutionnaires, plus que les francs-maçons. Oui, les francs-maçons, il leur arrive même souvent des déboires dans les révolutions de se retrouver fusillés par leurs propres frères, ils ne comprendront jamais pourquoi. Ben, c'est tout simplement que cette franc-maçonnerie est elle-même infiltrée par l'illuminisme et par des gens qui ont une mystique absolument curieuse. On en parlera après. On en parlera après. Donc, continue, donc on passe... Donc on arrive, Révolution française, donc on vient de dire Denis,
on a impliqué des francs-maçons, bon, on passe là-dessus. Donc des personnes vont arriver, des financiers, on avait déjà dit la dernière fois, monsieur Frédéric Perregaux, qui est bien sûr financé directement par l'Angleterre, qui va lui se charger en fait, avec le Coulteux et puis les frères, la famille Mallet. On avait déjà dit, hein, c'est tous des protestants de Genève, hein, quasiment, comme Necker. Bien sûr. Donc ces gens-là vont financer un être exceptionnel, qui va être Bonaparte, qui va arriver au pouvoir. Cet homme-là, on le met au pouvoir, mais on va lui dire quand même, comme pour Guillaume d'Orange, exactement la même chose. On va lui demander, bien sûr, de créer une banque centrale qui va permettre... Banque nationale, bien sûr. Qui va permettre de mettre au pas le pays à travers la finance, à travers l'économie. Donc en peu de temps, en une semaine, je crois, on lui demande de faire ça, en une semaine il accepte, tout est mis en place. La banque française est créée. Et la différence avec la Banque d'Angleterre, c'est que cette fois, ils prennent le droit régalien. On prend le droit régalien de battre monnaie. Alors, et en plus, on va bien préciser quand même quelque chose, c'est-à-dire que Napoléon, lui, a uniformisé la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie unique européenne, c'est une foutaise, puisque Napoléon avait mis en place, déjà, à cette époque-là, ce qu'on appelle le Napoléon, qui était en même temps le 20 francs suisses, le 20 pesetas, le 20 lire, le 20 Deutschmark. C'était la pièce qu'on appelle aujourd'hui le Napoléon en or, qui était uniforme dans pratiquement tous les pays d'Europe, ce qui permettait d'aller acheter n'importe où avec une pièce de son pays, puisqu'elle représentait la même valeur or. Par contre, la même valeur poids. Par contre, là où les financiers ont joué, ce qu'ils jouent aujourd'hui, c'est l'histoire des produits dérivés en fait, hein, c'est que là, ils ont commencé à mettre en place les billets à ordre, les lettres de change, alors ils ont les lettres d'escompte, etc. C'est-à-dire, en fait, et c'est là où c'est intéressant, et on peut rappeler ce que dit Rakowski, qui fait partie des illuminés, dont on a repris l'interrogatoire complet dans le complot mondial, et là on voit très bien qu'il explique très bien que ils ont à ce moment-là, les financiers, comme ils ont mis en place ces révolutionnaires, qui bien souvent ne savent même pas ce qu'ils font, hein. Ils travaillent pour des idées creuses, hein, et c'est aujourd'hui encore, quand on voit, j'ai envoyé un petit trait, plusieurs fois on m'a dit qu'est-ce que je pensais d'Asselineau. C'était assez marrant parce que dans une de ses conférences, il fait l'apologie du Bill of Rights, de la Révolution anglaise. De la Révolution anglaise. Donc il n'a même pas compris que c'était la révolution des financiers. Hein. C'est-à-dire, il prétend défendre les idées du peuple, mais le Bill of Rights est mis en place par les financiers. Et en deuxième, il dénonce, je dirais, les exagérations des lois mises en place en Europe, parce qu'il faut revenir aux droits de l'homme. Bon, s'il avait un minimum de bon sens, il verrait bien que déjà, on ne peut pas dire les droits de l'homme, il faudrait à minima dire le droit des hommes. Ce qui impliquerait qu'on a tous le même droit et qu'on est tous différents. Ce que semble ignorer la Déclaration des droits de l'homme. On fera une leçon à M. Asselineau une autre fois, puisqu'il fait souvent étalage d'histoire. Donc on reprend cette histoire, et là on a la déclaration d'un initié, que je reprends, je vais la résumer assez vite, et il dit très bien que les historiographes et les masses, aveuglés par les cris et les pompes de la Révolution française, le peuple intoxiqué par le fait qu'il avait réussi à prendre le pouvoir du roi et des classes privilégiées, n'ont pas pris attention au fait qu'un petit groupe de gens mystérieux, obstinés, insignifiants, avait pris possession du pouvoir réel, royal, pouvoir magique, presque divin, qu'ils obtinrent presque sans s'en douter. Les masses ne prirent pas garde que ce pouvoir avait été capturé par d'autres qui très vite le soumirent à un esclavage plus impitoyable que celui où les tenait le roi. Car ce dernier, du fait de ses préjugés religieux et moraux, n'était pas apte à tirer avantage d'un tel pouvoir. Et il parle du droit régalien. Et ce pouvoir suprême échu à des gens dont les caractères moraux, intellectuels et cosmopolites leur permit à elles d'en faire usage. Donc, à partir de ce moment, ils avaient obtenu pour eux le réel privilège de battre monnaie. Mais la monnaie, comme il dit, est une abstraction. Il est clair que dans l'imaginaire, les gens pensent aux billets qui sont en circulation, aux pièces métal,
et aux billets papier. Mais l'argent, dorénavant, n'était plus cela. Les pièces en circulation étaient un anachronisme. S'il en existe encore et si elles circulent, c'est seulement parce que cela convient pour le maintien d'une illusion à l'heure actuelle et d'une pure fiction. Et aujourd'hui, quand on voit... On peut dire quand est-ce qu'il écrit ça? Ah, ça donc c'est une déclaration de Rakowski en 1936. Voilà. Donc déjà, on voit qu'aujourd'hui, quand on parle d'une somme d'argent, c'est une pure abstraction. On dit qu'il faut traiter... On ne sait plus ce que c'est un milliard d'euros, 10 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, 1000 milliards d'euros. On met des zéros. On met des zéros. Plus personne ne sait ce que c'est. Pourquoi? Par rapport à la monnaie en circulation, la monnaie en circulation n'est plus qu'une illusion. Une illusion de valeur. Peut-être même personne n'est capable à l'heure actuelle de dire combien il y a de pièces, de biens en circulation. À combien c'est de toute façon, les Américains ont supprimé la divulgation de la masse M3. Donc on ne sait plus. On voit apparaître des sommes. Donc, à partir de cette révolution française, comme le dit Rakowski à juste titre, bien sûr, Napoléon aura le droit régalien de battre des pièces en or, mais c'est de la vraie monnaie. Eux, pendant ce temps-là, ils multiplient par 100 la fausse monnaie. Autre chose en place, oui. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je crois que la plus grosse capitalisation de l'histoire, c'est Apple, qui vaut 600 milliards. 600 milliards. Apple, 600 milliards. Qu'est-ce que c'est Apple? Et c'est plus que certains PIB, je crois. C'est même plus que le PIB de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc on voit très bien qu'il y a des hommes qui pensent avoir le pouvoir, comme Napoléon pensait vraiment avoir le pouvoir. Il était tellement aveuglé par son pouvoir qu'il a même voulu se faire empereur. Hein, voilà, et épouser la famille royale d'Autriche, parce que bon, sa gourgandine commençait à être un peu gênante, on n'en parlera pas. Donc on continue, donc Napoléon a, lui, une illusion de pouvoir, puisqu'il bat la monnaie, effectivement. Donc il croit qu'il a le droit régalien alors qu'il ne l'a plus. Et les financiers continuent leur marche en avant, je dirais, d'endetter, de créer de la dette qui leur coûte rien, puisque on est toujours dans l'affaire des ratios de coq. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que on a une déjà les fonds propres, c'était pas... Voilà, c'est l'histoire des fonds propres, voilà, qui sont aujourd'hui le comic test, hein, que tous vos politiques appellent le stress test. Hein, c'est-à-dire, on vous a dit plusieurs fois aujourd'hui, pendant la crise, ah, on a fait un stress test sur les banques, tout va bien, et puis tout est honteux bu, hein, on vous dit le test est magnifique, et 6 mois après on vous annonce qu'il faut 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 500 milliards, 1000 milliards pour sauver les banques. Voilà, il n'y a aucun problème. Le principe est le même, il est parti de l'Angleterre, c'est on lève des impôts, on fait des plans de rigueur, on saigne le peuple, hein, et toute la richesse d'un pays, toutes les forces productives sont toujours sont siphonnées par ces gens-là, et qui petit à petit, eux, vont acquérir toute la richesse du pays, toute la richesse, et leur faim, leur soif est sans fin. Voilà. Donc après la Révolution française, je te laisse continuer. On peut continuer, donc on peut même rappeler certaines guerres, la fameuse guerre de sécession, où les Rothschild de France et les Rothschild d'Angleterre financent les deux camps. Les Yankees d'un côté, les sudistes de l'autre, qui sont financés par la même famille. Voilà. Donc tout est gagnant pour eux, encore une nouvelle fois. On est forcément gagnant, et de toute façon, une guerre crée des dettes, une dette des intérêts. Crée des intérêts, ces intérêts, il faut les payer, la dette, il faut la payer. Bien entendu, vous avez toujours remarqué que tous les hommes politiques, hein, mettent un point d'honneur à payer ces dettes. Hein. Très important. C'est très très important, ces dettes avec les intérêts. Donc, une fois la guerre finie, ben, il faut payer. Et il fait payer qui? Le prêteur a intérêt, donc il peut à ce moment-là siphonner le pays. Parce que quand on ne peut pas payer, on se sert. Voilà, oui, ça c'est direct. Hein. Les Allemands ont fait... La France. Hein. La France aussi, on a tous eu droit également à ça. Donc après la guerre, donc Napoléon, ben, les banquiers mettent la main sur la France. Je veux dire, dorénavant, la France, par le biais de la dette, va se retrouver à travailler pour la finance internationale. Mais ça ne leur suffit pas. Non. Ça ne suffit pas. Il en faut encore. Donc on arrive aux États-Unis, une carte de sécession.
Bon, après, il y a certains personnages dont on va revenir parce que. On les retrouvera au cours du débat. Des M. Rockefeller qui vont commencer à se faire connaître grâce au pétrole. Dans cette phase-là, donc puisqu'on part de la guerre de sécession, on peut dire donc de l'après-Napoléon, c'est une succession de révolutions. Ouais, en plus. 1830, 1848, 1870. Le nationalisme qui se met en place. Là, donc, et là, bien entendu, alors ça, c'est la face encore plus obscure des financiers, c'est que eux financent donc tous ces mouvements, mais au plus haut niveau. Napoléon III était un carbonariste, donc c'est encore une phalange de la franc-maçonnerie, hein, soyons clairs. Donc ça fait partie de cette élite, quoi, des mouvements révolutionnaires mondiaux qui sans arrêt utilisent le peuple, hein, comme ils disent. Il faut agiter le peuple avant de s'en servir. Donc le peuple fait une révolution, il casse tout, et après on est tranquille pendant 50 ans. Il est en esclavage à payer ce qu'il a cassé. Voilà, c'était extraordinaire. Donc les financiers organisent des révolutions, on casse tout, donc il faut reconstruire. Alors, c'est la fameuse thèse que les guerres et les révolutions, c'est bien, parce que ça, il faut tout refaire. Oui, mais il faut tout refaire. Pour qui? Pour qui? Voilà. En même temps, il faut dire aussi que depuis la Révolution, à partir de ce moment-là, il y a eu le dogme que les révolutions c'était bon, je veux dire. Il y a eu le dogme que l'ancien régime, c'était des fanatiques religieux, hein, donc l'obscurantisme contre les Lumières. Et à partir de ce moment-là, on peut, et c'est les financiers qui s'en chargent d'ailleurs, de réécrire l'histoire. On en parle après. On en parle après. D'accord. On continue avec donc Rockefeller arrive, donc commence avec sa coquine avec les Rothschild. Oui, non mais le départ, disons que le premier Rockefeller, lui, il vend du poison. Oui. Non, parce que Non, maintenant, je vais revenir, c'est un atavisme chez les Rockefeller. C'est-à-dire, on commence, il faut boucler la boucle. Hein. Donc chez les Rockefeller, on commence par vendre du Nujol. Du Nujol, on fait boire du pétrole aux gens, un élixir de jouvence qui en fait donne la chiasse, quoi, pas autre chose. Hein. Voilà, voire d'autres problèmes, mais à l'époque, on ne cherchait pas la source des maladies chroniques. Et donc, finit en prison. Et ce que peu de gens savent, c'est Rothschild qui le sort de prison. Rothschild, il a senti quand même un potentiel chez cet homme. Donc on va pas tout revenir, mais on va parler de la petite crise qui va être mise aux États-Unis en 1907. Hein, oui. Fomentée par les financiers. Pourquoi il faut ça? Alors, il faut quand même rappeler, donc à partir de ce moment-là, quand même, on est toujours, et ce que dit Rakowski, c'est cosmopolite, parce que de toute façon, toute cette crise financière et tous les banquiers de cette époque américains, il y avait beaucoup d'Allemands. Rockefeller, protestant, c'est une famille huguenote qui s'appelle de Roquefeuille. Bon, la famille de Roquefeuille, je crois qu'il existe encore, ne veut absolument pas le reconnaître parmi les siens. Mais oui, c'est un de Roquefeuille, c'est un huguenot. Et on sait très bien que les huguenots, les protestants, eux, ont inventé le capitalisme. Donc, ils sont très bons là-dedans. Et Roquefeuille, lui, est prêt à s'acoquiner, même avec le diable. L'important, c'est l'argent et les apparences. Donc voilà, donc tous ces financiers, après il y a les Morgan, les Warburg, etc. Donc Morgan, se disent que ce serait bien qu'on fasse sur le même modèle qu'en Angleterre et en France, une bonne banque centrale qui va permettre d'imposer ça au pays. Toujours le même prétexte, c'est qu'une banque centrale permettra d'empêcher la faillite des autres banques. On a fait la même chose avec l'Europe. Enfin, c'est pareil. L'euro, on ne change pas. On va sauver les gens grâce à l'euro. On sauve les gens grâce à nos bonnes banques et nos bonnes monnaies. Donc on va créer la Fed, on va pas revenir dessus. Hein. Non, la création de la Fed, tout le monde peut. Et franchement, c'est facile à trouver. Voilà. Je pense que ceux qui n'ont pas compris comment a été fait la Fed, je veux dire, il faut qu'ils abandonnent de suite et qu'ils aillent payer leur impôt, gentiment, n'est-ce pas? CSG, RDS, ils vont encore en inventer dans pas longtemps. Ça va pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. Donc la Fed est là, tout est mis en place. La Fed est là, cette Fed quand même, il faut le rappeler, qui a un bail de 99 ans. Qui arrive à échéance. Qui arrive à échéance, le 21 décembre. Ouais, c'est marrant, c'est avec le calendrier maya. Ils jouent avec les dates, ces gens-là, c'est extraordinaire. Donc on est voilà, à la fin du bail, la Fed aura 99 ans en décembre 2012, donc ça vous permet de comprendre que on est en fait au départ de
tout est en place. Tout est en place. Donc, on a donc réussi, ces financiers cosmopolites, comme dit Rakowski, ont maintenant à leurs mains le droit régalien d'Angleterre, des États-Unis, d'Europe, quasiment d'Europe. On va peut-être en Europe leur montrer quelques trucs, on va voir après. Il reste quelques égarés qu'on mettra vite au pas.